Bien, dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment réaliser la partie cliente pour la communication socket en TCP utilisant l'échange de caractères. Je précise que comme nous sommes dans le langage Java, le caractère est représenté par un entier. Effectivement, c'est comme ça. Le caractère est représenté par un entier. Donc, ce que nous appliquons là marcherait aussi bien si on utilise l'entier. Donc, quand on dit caractère, soit on utilise le caractère pur, soit on utilise l'encodage, code ASCII du caractère. C'est la même chose. Or, le code ASCII du caractère, c'est un entier. Alors, nous allons commencer par créer un projet côté client. C'est un projet de type Java Application. Pour cela, nous allons aller sur la barre de menu. On va faire le clic normal. File. On va cliquer sur File. On va choisir le sous-menu New. On va choisir Java Project. Si vous ne voyez pas apparaître Java Project tout au long ici, vous avez la possibilité de cliquer sur Order. À partir de Order, vous allez voir forcément Java Project apparaître. Vous allez le sélectionner et on va aller sur Suivant. Bien. Project Name, il faut attribuer un nom à votre projet. Pour faire simple, je vais l'appeler alors caractère socket client. Comme pour dire la socket client qui utilise le caractère. Bien. Sous Eclipse, il faut se rassurer que la troisième option ici est utilisée pour pas que vous ayez des problèmes avec votre Java Runtime Environment. Mais il faut utiliser cette troisième option. Je peux aller sur Suivant et je vais cliquer sur Terminer. Mon projet est créé, caractère socket client. Je peux le dénouer là en cliquant normal. Maintenant, je vais créer ma classe principale dans mon projet. Pour cela, je vais faire clic droit sur le projet. Je vais faire classe, new, classe. Au niveau de package, je vais donner un package. J'aime bien utiliser le package appli comme package de base. Le nom de ma classe, je vais l'appeler main client socket. Voilà, client socket. OK. Je vais activer ici public static void main parce que c'est une classe principale. Donc, je veux activer qu'il me crée automatiquement la méthode main. Et là, c'est bon. OK. Voilà donc ma classe qui est créée. Je peux donc maintenant ici effacer ceci. C'est un commentaire. Je vais maintenant mettre un petit texte pour m'assurer que ça se passe bien. System.out.println. Voilà. C'est avec ça qu'on fait apparaître du texte sur la console. Je vais mettre ici début du programme client. OK. CTRL S pour enregistrer ou bien vous cliquez directement sur les disquettes ici, soit l'une là pour enregistrer exclusivement la classe, soit ici plusieurs disquettes pour enregistrer toutes les classes du projet. Bien, je vais exécuter mon projet. Pour exécuter, c'est simple, on se met sur le nom du projet, on fait clic droit, on choisit Run As et on choisit Java Application, c'est tout. Et ça s'exécute. Au niveau de la console, je vois bien apparaître début programme. Ça veut donc dire que mon client brut, là, c'est bon. Sauf que ce n'est pas encore un client socket. Ça ne représente rien pour l'instant. Donc, alors,
quel est le principe pour qu'un client, une application cliente devienne un client socket? Premièrement, il faut déjà qu'on enregistre la socket, en lui fournissant les références IP, c'est-à-dire l'adresse IP, et puis la machine, le port sur lequel le serveur veut écouter. Alors, c'est vrai que pour pouvoir faire ce TP, je l'ai déjà fait à l'avance, donc j'ai déjà toutes les sources qui sont prêtes. Je vais tout simplement les retrouver comme ça, on va aller un peu rapidement. Alors, ok. Et là, je vais vous expliquer comment je procède. Parce que je fais toujours le TP un peu avant. Bien. Dans mes déclarations de variables, je vais commencer. Alors, déclaration des variables. Quelles sont les variables dont j'aurais besoin dans la partie client? 1. J'ai besoin du port. Donc, je crée une variable qui doit avoir le port de connexion, le port de communication pour le serveur. J'ai choisi ici 2345. En principe, vous devez avoir un numéro de port qui est au-dessus de 1024, en principe, pour pas que ça coince. Maintenant, j'ai aussi besoin de l'adresse IP du serveur. Donc, je crée une variable que j'appelle host. La variable là, elle sera de type chaîne de caractères. Les chaînes de caractères en Java, c'est string avec S majuscule, n'oubliez pas. Et puis, je mets ma donnée entre guillemets. Il se trouve que je vais effectuer le test sur ma même machine. Donc, j'aurais pu mettre localhost en toutes lettres ou bien mettre tout simplement l'adresse IP de la machine locale 127.0.0.1. Bien. J'aurais également besoin de faire la connexion avec la socket. Pour cela, je dois créer un objet de type socket. Cet objet-là est un objet de la classe socket. Pour faire appel à la classe socket, j'importe automatiquement la classe socket qui se trouve dans le package java.net socket. Bien, en fait, pour moi, quand je fais le copier-coller, automatiquement, ça importe. Hein. Vous aurez pu aussi faire tout simplement saisir les lignes de code import java.net.socket. Bien, ça va nous permettre d'établir, de faire la socket pour le serveur. Maintenant, inetSocketAddress, c'est une classe c'est une classe qui va nous permettre de faire la conversion du nom de l'adresse IP en nom du serveur. Voilà. Et puis, ces deux-ci, cette variable dataIn, ça va me permettre de ranger la donnée que je reçois du serveur. DataOut, ça va me permettre de ranger la donnée que je veux envoyer au serveur. Bien. OutputStream, c'est l'objet qui va me permettre d'établir, de créer le flux de sortie vers le serveur. InputStream, c'est l'objet, la classe qui va me permettre de faire le flux de récupération des données provenant du serveur. Pour cela, donc, je crée ces variables et je ne les instancie pas pour l'instant. Donc, quand on fait nul, c'est qu'on ne les a pas instanciées. Alors, je vais donc rapidement vous brosser notre algorithme. Première des choses, on doit configurer notre socket pour qu'il puisse établir le lien avec le serveur et on doit pouvoir établir la communication avec le serveur. Je vais donc aller véritablement étape par étape. OK. Pour moi, tout y est déjà et je vais vous expliquer pas à pas comment j'ai procédé. OK. Alors, ici, ça, je peux mettre ça à la suite. OK. Voilà, je vais aller étape par étape. Tout ce que je vais faire là sont des instructions susceptibles de générer une erreur. C'est donc pour cela que le langage Java va m'imposer de mettre ça dans le bloc try catch. Donc, try catch pour dire, essaye de faire mon opération, mais si jamais il y a problème, alors évite que mon système ne plante. Donc, première chose, vous vous souvenez de cette variable, de cet objet socket que nous avons créé. Le nom qu'on a donné, c'est le nom client. Donc, ce que nous allons faire, c'est d'abord d'instancier cet objet client.
Voilà que nous faisons l'instanciation de cet objet-là. Pour instancier un objet à Java, nous utilisons le mot-clé new et on utilise le constructeur, c'est-à-dire le nom de la classe qui a permis de créer cet objet. C'est le cas ici. Donc là, on a instancié notre objet. À partir de maintenant, nous pouvons donc utiliser cet objet pour configurer l'accès au serveur. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vous mets ici en commentaire en vous disant ce que je fais par la suite, c'est me connecter au serveur. Pour me connecter au serveur, je vais d'abord faire une espèce de, je vais créer un objet qui fait le lien entre l'adresse IP du serveur et le port. Pour cela, on utilise un objet de iNetSocketAddress. Souvenez-vous que nous avons créé un objet ici que nous avons appelé server host, qui était de type iNetSocketAddress. C'est comme ça. Donc, je l'appelle maintenant ici et ça me donne une référence. Je lui passe en paramètre le port. Non, d'abord l'adresse IP et puis le port. Ça me donne une référence que je loge ici. C'est cette référence-là que j'utilise pour faire la connexion. Donc, je dis à cette socket, connecte-toi à ce serveur. Donc ça, ces deux instructions-ci me permettent donc d'établir la connexion avec mon serveur. Sauf que mon client sera connecté à mon serveur, mais n'a pas encore le canal lui permettant de pouvoir lire ou écrire. Je vais donc d'abord commencer par établir un canal pour l'écriture. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit dans la première vidéo que le, le client était l'élément actif. C'est toujours lui qui doit initier. Donc, le client va toujours être le premier à parler ou bien envoyer une information au niveau du serveur. C'est pour ça que d'entrée de jeu, c'est ce que je commence d'abord par faire. Je prépare le flux de sortie. C'est pour ça que nous allons utiliser l'expression output stream. Donc, j'utilise l'objet de output stream que je l'ai appelé ici OS pour dire en abrégé output stream. Je crée donc son flux. Pour créer son flux, vraiment, ne réfléchissez pas beaucoup, hein, tout est simple. Il faut juste suivre la démarche. Pour créer son flux, c'est à partir du client, j'appelle la méthode getOutputStream. Ça me donne la référence du flux de sortie. Maintenant, je vais envoyer une donnée dans le flux de sortie. Et j'ai décidé, pour éviter, pour que ce soit bien structuré, je vais gérer tout avec des variables. Donc, j'ai créé une variable précédemment que j'ai appelée dataOut. Cette variable, elle est de type char. Donc, qu'est-ce que je fais? À cette variable-là, je mets un contenu. Mettez ce que vous voulez. Vraiment, c'est comme vous souhaitez. Donc, je mets un contenu. Pour moi, je décide que j'envoie le caractère A. Alors, maintenant, le output stream est mon flux de sortie. Qu'est-ce que je fais? J'appelle la méthode write qui me permet d'écrire sur le flux de sortie. Donc, cette méthode-là, c'est tout simplement prend en paramètre mon objet de type data out, tout simplement. Et puis, je peux donc afficher, je souhaite bien sûr afficher sur la console du client le message ou bien l'élément que j'ai envoyé sur le serveur. C'est donc pour ça que je fais un system.out et je lui donne donc dans la variable qui contient le output que j'ai produit. Bien. J'ai envoyé quelque chose au niveau du serveur. Le serveur que on va voir dans la troisième vidéo, va être construit, donc sera en attente. Quand il va constater qu'on a écrit sur son port, il va faire le traitement. Le plus souvent, quand il aura terminé son traitement, il va nous retourner une information. C'est pour cela donc que je dois construire son flux, le flux de récupération des données provenant du serveur. Moi, je vais l'appeler input stream. Et pour cela, j'ai créé au préalable une variable que j'ai appelée IS, l'abréviation de input stream. Cette variable-là est une variable de la classe input stream, c'est-à-dire un objet de input stream. Bien. Alors, ça me permet donc de créer le flux de réception des données provenant du serveur. Pour cela, j'utilise toujours le client, qui est le client socket getInputStream. C'est comme cela. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais donc utiliser le input stream. Je vais faire read pour lire ce qu'il y a sur le buffer qui a été positionné par le serveur. Donc, je vais lire. La donnée qui vient, en principe, read est une méthode qui nous retourne un entier. Or, moi, je veux travailler avec les caractères bruts. C'est donc pour ça que je dois convertir en char. Ça, c'est le cast, le typecast. Donc, faire la conversion
de entier en caractères et je mets ça dans la variable data in. Et puis, je peux tout simplement afficher sur la console le message qui provient du serveur. Voilà le traitement, ce code, je mets à votre disposition. Donc, quand on va lancer notre serveur, notre client, il faut au préalable que le serveur soit lancé. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va établir la connexion avec notre serveur et il va créer le flux de sortie. Il va envoyer une donnée type caractère au serveur. Le serveur va faire le traitement. Il va créer le flux de lecture et puis il va récupérer la donnée provenant du serveur. Voilà donc en gros comment on pouvait créer un client socket en utilisant les caractères. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais donc vous montrer comment créer un serveur socket utilisant le caractère pour la communication. Et là, ça va nous permettre à la fin de la troisième vidéo de véritablement faire les tests entre le client et le serveur et de voir effectivement qu'il y a échange des données. On se voit donc à la troisième vidéo. Merci.